a découvert un lac souterrain en dessous d'une faille que la secousse a ouverte. Remarquez ses yeux. Mon Dieu, regardez comme il vous observe. Putain, faites plus jamais ça. La première morsure fait couler le sang et le sang attire la meute. En 2010, Alexandre Aja revient sur le devant de la scène avec Piranha 3D, un film d'horreur aquatique où se mélangent survival, bestioles affamées et gore plutôt généreux. Aja, c'est ce réalisateur français qu'on avait découvert avec Haute Tension en 2003. Alexandre Aja a un style bien à lui, viscéral, frontal, sanglant, mais toujours fun. Avec Piranha 3D, il s'attaque à un genre qu'on pensait oublié, le film de monstres aquatiques à l'ancienne, façon Dents de la mer. Sauf qu'ici, on troque la terreur lente contre une orgie de sang, de bikinis et de poissons affamés, et limite un peu pervers. Le film surfe sur le retour en force de la 3D dans les années 2010, mais s'en sert comme un vrai outil de mise en scène, pas juste comme un gadget. Et franchement, derrière ces allures de gros délire estival, Piranha 3D touche à pas mal de choses. Notre rapport à la nature, à la panique collective et à la responsabilité humaine. Le meilleur hommage aux Dents de la mer, eh ben peut-être bien. Ou alors juste un gros doigt d'honneur bien sanglant, mais fait avec beaucoup de passion. Quand on parle de cinéma de genre à la française, il y a un nom qui revient, forcément, c'est celui d'Alexandre Aja. Fils du réalisateur Alexandre Arcadi, mais même s'il baigne dans le cinéma très tôt, il n'a pas choisi d'imiter les drames intimistes de son père. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de nous faire peur, c'est de nous faire flipper. Il s'est fait remarquer assez vite en 2003 avec un film type Home Invasion, donc un film avec un serial killer qui s'en prend à une famille dans une maison, qui était franchement très inspiré des Halloween, de Wes Craven, de tous ces films-là. Et bah forcément, ça a pas loupé. Quelques années plus tard, Wes Craven le fait venir à Hollywood pour réaliser le remake de son propre film, La colline à des yeux. Et c'est avec ce film d'ailleurs que je l'ai découvert, Alexandre Aja, parce que ce film m'a franchement traumatisé. C'est un des films qui m'a fait le plus peur de ma vie. La colline à des yeux d'Alexandre Aja. Ce film est incroyable. Et puis tous les 2 ans, à un moment donné, il nous sortait des films américains, donc d'horreur, toujours très différents d'ailleurs dans leur ambiance. Il s'est rarement répété, mais il a toujours été dans les films de genre, dans les films d'horreur, dans les films qui choquent. Et cette année-là, en 2010, c'est peut-être son film le plus libre, le plus décomplexé, où franchement tu sens qu'il lâche tout là. Allez, bougez-moi un peu ces jolis joufflus. Bouge ton boule, ma belle. C'est pas forcément son meilleur film ni le plus marquant, mais en tout cas c'est une série B décomplexée, plutôt bien faite, qui a eu un petit succès en salle. Un film qui cherche pas forcément à faire peur, on sent qu'il cherche surtout à nous faire marrer, à nous faire passer un bon moment. Le film est très court, hein, il dure 1h28, alors c'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais en même temps on s'en fout. C'est un petit moment très sympa qu'on passe avec Piranha 3D, et franchement ça fait un bien fou parce que c'est des films qui se font plutôt rares au cinéma. Bienvenue sur Clap Story, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, et nous on est parti pour l'histoire du film Piranha 3D. L'histoire est plutôt simple et c'est tant mieux. On retrouve des centaines d'étudiants au bord d'un lac pour un spring break avant qu'une bande de piranhas préhistoriques ne transforme la beuverie en bain de sang. Classique, effectivement, mais sous la caméra d'Alexandre Aja, ça devient une déflagration de mise en scène et de gore parfaitement dosée. À l'origine, il s'agit d'un remake de Piranha réalisé par Joe Dante et sorti en 1978. Le film est sorti en salle aux États-Unis le 20 août 2010 et produit par la société Dimension Films. Il a reçu des critiques généralement positives et a été un succès au box-office, engrangeant plus de 83,1 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 24 millions. Une suite, Piranha 3DD, sortie en 2012, a elle été un échec critique et commercial, ne bénéficiant pas des mêmes qualités de réalisation. Les scénaristes prometteurs Josh Stolberg et Pete Goldfinger ont écrit un scénario provisoire intitulé Killer Fish pour le producteur Todd Harris, détenteur des droits embauchés pour Piranha en raison de leur qualification limitée à l'époque. Harris fut impressionné par le scénario et le duo a été officiellement embauché. C'est en 2004, tout juste sorti du succès de son film Haute Tension, que le réalisateur français Alexandre Aja s'est vu proposer de réaliser le film, alors intitulé Piranha Lake Havasu. Aja admirait le scénario, mais voulait atténuer les aspects comiques au profit de plus de suspense et de tension.
En juin 2005, Chuck Russell devait réaliser le film et a procédé à d'importantes réécritures du projet, écrit par Stolberg et Goldfinger, tout en incorporant des éléments du scénario original de John Sayles que Joe Dante avait réalisé la première fois. Dimension Films en a acquis les droits de distribution en janvier 2006. La vision de Russell pour le film, qui aurait coûté environ 23 millions de dollars, était décrite comme un thriller sous-marin, contrairement à l'ébauche de Stolberg et Goldfinger qui se déroulait pendant un spring break. En décembre 2006, le tournage devait d'ailleurs commencer au printemps 2007. Mais en mars 2007, Aja est revenu sur le projet, Russell quittant son poste de réalisateur. Aja, qui avait déjà frappé fort avec Haute Tension et La Colline à des yeux, sans oublier l'excellent thriller surnaturel Mirrors, avec Kiefer Sutherland sorti 2 ans plus tôt, voulait s'amuser avec un cinéma plus ludique, et surtout plus décomplexé. Et clairement, il s'est pas retenu. Son style brutal, rentre-dedans et hyper visuel se marie parfaitement à l'univers un peu con mais jouissif du film. Ce qui aurait pu être encore un nanar, devient une sorte de roller coaster sanglant, bourré d'idées de mise en scène, et surtout d'un vrai sens du rythme. Il coécrit comme à son habitude le scénario avec un autre Français, Grégory Levasseur, son complice de toujours, en jouant sur un équilibre très malin, une intrigue simple, mais une ambiance soignée et des scènes franchement marquantes. Et surtout, un casting improbable et franchement génial. On retrouve tout d'abord dès le début du film Richard Dreyfuss, comme gros clin d'œil aux Dents de la Mer. Il interprète ici un pêcheur local qui finit en casse-croûte pour Piranha. Regarde-moi ça. Elisabeth Shue, qu'on avait découverte dans Karate Kid, puis évidemment dans Retour vers le futur, et un peu plus tard dans Hollow Man de Paul Verhoeven, fait également son retour. Si vous faites encore un pas de plus, vous allez pisser des éclairs pendant le reste de la semaine, ok ? À ses côtés, on retrouve Christopher Lloyd, alias Doc Emmett Brown, qui revient jouer avec elle. Leur duo dans Retour vers le futur 2 et 3 reste évidemment mythique aux côtés de Marty McFly. Il peuplait les eaux du Colorado, et ce depuis l'époque du Pléistocène. C'est incroyable! Jerry O'Connell, le Queen de Sliders, une de mes séries cultes préférées des années 90, joue ici un producteur porno complètement déjanté, et c'est franchement un vrai kiff de le retrouver. Mate-moi ces déesses aquatiques, putain c'est de la bombe, Andy. Vig Rhames, qu'on connaît bien depuis Pulp Fiction et la saga Mission Impossible, joue ici un shérif badass qui ne recule devant rien. Va y avoir des sashimi! Adam Scott, qu'on voit en ce moment dans l'excellente série Sévrance, série que j'ai littéralement dévorée sur Apple TV, joue un biologiste qui vient aider mais se retrouve complètement dépassé par les événements. Alors dans le film, vous allez aussi reconnaître Eli Roth, qui est un acteur et réalisateur de films de genre, justement, de films d'horreur. Et puis, aussi et surtout, et elle, je l'avais pas remarqué d'ailleurs la première fois, c'est Dina Meyer, celle qui jouait Dizzy, la petite amie de Rico dans Starship Troopers, dont on a parlé sur la chaîne. Bon, alors elle a un tout petit rôle et en plus, elle clams dès le début du film. Et aussi Ricardo Chavira, qui jouait Carlos Solis, donc le mari de Gabi dans la série Desperate Housewives. Donc ça nous fait quand même un sacré casting. Et pour finir, Stephen R. McQueen, le petit-fils de Steve McQueen, joue le rôle principal, bouclant la boucle des références au cinéma classique. J'espère que c'est pas une connerie. Côté tournage, Aja ne s'est rien simplifié. Tout a été tourné sur un vrai lac, avec des contraintes monstrueuses, des scènes aquatiques à répétition, une caméra 3D complexe à manipuler, des effets spéciaux pratiques combinés aux images de synthèse. On pourrait croire que Piranha 3D se contente, comme toute bonne série B, d'aligner des morts débiles et les giclées de sang à l'appel. Et pourtant, sous ces airs de défouloir estival, le film soulève plusieurs idées bien plus sérieuses qu'il n'y paraît. D'abord, la question de l'irresponsabilité humaine face à la nature. Ici, c'est un séisme sous-marin qui ouvre une faille et libère des piranhas préhistoriques, enfermés depuis des millions d'années. Mais comme souvent, les humains n'en ratent pas une. Attirés par la curiosité et l'appât du gain, ils s'y engouffrent et ne font qu'empirer les choses. Une image limpide de notre tendance à explorer, forer, perturber ce qui devrait rester enfoui. Tout ça pour la thune, pour le spectacle, ou juste par orgueil. On pense évidemment à tous ces discours autour de l'écologie, de la biotechnologie, de l'impact humain sur des équilibres qu'on comprend à peine. Le film parle aussi de la panique collective, de ce moment où tout bascule, où la fête vire au cauchemar, quand la musique s'arrête, quand les corps flottent dans l'eau et que chacun révèle sa vraie nature. Aja filme cette bascule avec un vrai sens du chaos, de la vitesse et du surgissement. Il capte l'instant précis où les sourires disparaissent et où l'instinct de survie prend le dessus. Et enfin, il y a un truc assez touchant dans la façon dont le film montre la jeunesse en totale roue libre.
Les ados, d'abord présentés comme insouciants, voire un peu débiles, se retrouvent face à un truc qu'ils ne peuvent pas gérer. Et tout d'un coup, on passe du spring break à une course pour rester en vie. Cette transition brutale, très violente, dit quelque chose de notre époque et de notre rapport au danger. On croit tout contrôler, jusqu'à ce que la nature nous rappelle qui commande vraiment. Côté mise en scène et production, c'est un chaos très bien orchestré par Alexandre Aja. Ce qui frappe d'emblée avec Piranha 3D, c'est le plaisir qu'Aja prend à mettre en scène le chaos. Et ce plaisir a d'autant plus de mérite qu'en coulisses, le tournage a été tout sauf simple. D'abord, il faut rappeler que le film est produit par les frères Weinstein, encore bien en place à l'époque, et connus pour leur ingérence constante. Aja s'est retrouvé très vite sous pression, avec des délais intenables et des exigences contradictoires. Il devait livrer un film spectaculaire, sanglant et fun, mais avec un budget très contenu, des effets spéciaux complexes et une 3D imposée qui alourdit chaque scène. Le tournage s'est fait en grande partie sur un vrai lac situé en Arizona, sous une chaleur écrasante, avec des caméras 3D très volumineuses, peu maniables et des scènes aquatiques très difficiles à coordonner. La fameuse séquence du carnage sur la plage a pris 7 jours à tourner et mobilisé des milliers de figurants, comme l'a raconté le réalisateur en personne. En général, on choisit les figurants sur photo, mais là je savais que un figurant qui va mourir n'importe comment ou qui va faire des conneries dans le fond, ça va tuer la scène. Donc j'ai demandé à ce qu'on fasse des auditions pour tous les figurants. Et donc on a mis tous ces milliers de figurants sur vidéo. Et on a pu faire des groupes pour savoir ceux qui savaient danser, ceux qui savaient faire des acrobaties, ceux qui savaient mourir d'une manière très réelle. Voilà. Bref, et on a fait des groupes. Et comme pendant le spring break, il y a énormément de soirées et d'événements qui se passent, pour de vrai, pendant les vrais spring break, tout le monde a des bracelets un peu pour toutes les soirées où ils vont aller. Donc on a utilisé ces bracelets, les codes couleurs de ces bracelets, pour savoir qui on pouvait tuer en premier plan, qui on pouvait tuer en arrière-plan. Donc c'était très organisé tout ça. Et pour ne rien arranger, les effets numériques censés donner vie aux piranhas ont été confiés à la dernière minute à une société de post-prod, Mr. X, basée au Canada, qui n'a eu que 6 mois pour tout finaliser. Résultat, Aja a découvert les premières versions à quelques semaines de la sortie du film, avec des plans bâclés, pas finalisés, voire totalement inutilisables. Il a donc dû se battre pour sauver ce qu'il pouvait, recadrer certains plans ou en supprimer d'autres. Heureusement, côté effets pratiques, c'est une toute autre histoire. Et là, on retrouve Greg Nicotero, le maître des maquillages gore qu'on connaît notamment pour The Walking Dead, ou les films de Tarantino comme Une nuit en enfer. Il a abattu un boulot monstrueux sur les cadavres, les blessures et les membres arrachés. Chaque figurant transformé en victime sanglante a droit à son maquillage personnalisé, à ses prothèses et à ses détails bien dégueux. Les effets pratiques mis en place par Greg Nicotero et sa société KNB FX sont d'ailleurs l'un des points forts du film. Même si le CGI a été utilisé pour les piranhas, la majorité des mutilations, explosions de chair et jets de sang sont le fruit du travail minutieux de Greg Nicotero. Ils ont d'ailleurs déversé jusqu'à 300 000 litres de sang organique dans les eaux du lac Havasu. Et ce, pour pas polluer les eaux, mais aussi pour nourrir les poissons. Greg Nicotero, qu'on aperçoit d'ailleurs dans le film lors du massacre, alors c'est à la fin, c'est lui qui porte un cadavre sur son dos façon sac à dos. Alors c'est une scène qui m'a toujours fait marrer, mais à mon avis d'ailleurs, si c'est lui qui porte ce truc, c'est que personne n'a dû accepter de le faire, sauf lui, puisque c'est lui qui crée les prothèses. Il s'est dit bon, très bien, personne ne va s'y coller, je vais le faire, moi je vais vous le porter le truc. Techniquement, Piranha 3D, ça reste une vraie performance. Aja a filmé à hauteur de spectateurs, dans l'eau, au ras des vagues ou au cœur de la foule totalement paniquée. Il joue avec la profondeur de champ, les mouvements rapides et les plongées en sursaut. Tout ce qui peut nous immerger dans cette tornade de sang et de cris. Et même si tout n'est pas parfait, même si certains plans ont un rendu qui fait un peu daté aujourd'hui, l'ensemble reste d'une cohérence visuelle franchement impressionnante. La bande-son, elle aussi, est plutôt bien pensée, entre nappes électro-anxiogènes et musique festive. Elle accompagne parfaitement le grand écart du film entre horreur viscérale et délire estival. Bref, malgré toutes les embûches, la pression des producteurs, des conditions de tournage extrêmes et une post-production à la ramasse, Aja a réussi à livrer un film visuellement fort, bien rythmé et bourré d'idées. Un vrai tour de force quand on connaît les coulisses. Vous êtes prêts à plonger dans les gorges profondes?
Le film s'ouvre sur Matthew Boyd, un pêcheur local qui est sur le lac Victoria en Arizona. Alors qu'il pêche tranquillement, un léger tremblement de terre secoue le lac, fissurant le fond et créant un tourbillon. Boyd tombe alors à l'eau et est dévoré par un banc de piranhas préhistoriques qui sortent de la faille. On bascule ensuite dans l'ambiance du Spring Break. Jake Forrester, un étudiant, retrouve Kelly, son ancien crush, et fait la connaissance de son petit ami, un petit peu con, Todd. Super t-shirt. Jake croise aussi Derrick Jones, un producteur de films porno, et Dani, une de ses actrices. Derrick parvient à convaincre Jake de lui montrer quelques coins sympas au bord du lac pour tourner son film. Pendant ce temps, la mère de Jake, la shérif Julie Forrester, cherche Matthew Boyd avec son adjoint Fallon. Il retrouve son corps mutilé et envisage de fermer le lac. Mais c'est compliqué, c'est les vacances et des milliers d'étudiants sont là pour faire la fête, ce qui fait tourner l'économie locale. Le lendemain, un plongeur solitaire est attaqué et dévoré par les piranhas. Dans le même temps, les frères et sœurs de Jake, Zane et Laura, partent pêcher sur une petite île en canoë. Sauf que Zane a oublié d'attacher correctement le canoë et il se retrouve coincé au milieu du lac. Jack croise Kelly qui accepte de venir sur le bateau de Derrick. Il fait aussi la connaissance de Crystal, une autre actrice, et d'Andrew, le caméraman. Julie organise une expédition avec une équipe de plongeurs biologistes, Novak, Sam et Paula. Ils plongent alors vers la faille. Novak suppose que cette fissure mène à un lac préhistorique caché. Sam et Paula plongent plus profondément et découvrent une énorme caverne remplie d'œufs de piranhas. Malheureusement, ils sont attaqués et dévorés avant de pouvoir prévenir les autres. Julie et Novak retrouvent le corps de Paula et en profitent pour capturer un piranha. Ils l'emmènent à Carl Goodman, ancien biologiste marin. Il explique que le piranha est une espèce préhistorique très agressive qu'on croyait éteinte depuis des millions d'années. Cette variété de piranha a disparu de la surface de la Terre. Le piranha originel. Regardez toutes ces cicatrices sur ses écailles. Mon Dieu, regardez comme il vous observe. Putain, faites plus jamais ça. Mais s'il y en a vraiment des centaines, vous auriez dû commencer votre nettoyage hier. Il imagine qu'ils ont survécu grâce au cannibalisme et sont capables de dévorer leur proie en quelques secondes. Julie, Novak et Fallon tentent alors d'évacuer le lac, mais personne ne les écoute. Les piranhas attaquent alors les touristes et la fête tourne au bain de sang. Novak se bat à coups de fusil sur un jet ski, tandis que les autres essayent de sauver les survivants. Presque tous les habitants sont blessés ou tués, y compris Todd, dont le bateau chavire alors qu'il tentait de fuir. Fallon tente de résister, se saisit d'un moteur de bateau et utilise l'hélice comme une tronçonneuse improvisée pour tuer quelques piranhas, mais se fait tuer au cours de l'opération. Jack repère alors son frère et sa sœur sur l'île et force Derrick à venir les sauver. En chemin, Derrick heurte les rochers sous l'eau, ce qui inonde le bateau. Kelly reste coincée dans la cuisine, tandis que Derrick, Crystal et Andrew tombent à l'eau. Andrew arrive à s'échapper, Crystal est dévorée et Derrick est gravement mutilé. Venez, restez pas là. Reculez, venez là, je veux pas que vous voyez ça. Il m'a bouffé la bite. Il m'a bouffé la bite. Dani arrive à ramener Derrick à bord, mais ce dernier finit par mourir de ses blessures. Julie et Novak rejoignent Jake sur un rebord, ils attachent une corde au bateau de Jake, et Julie, Dani, Laura et Zane commencent à traverser sur la corde. Mais les piranhas attrapent Dani par les cheveux. Elle tombe alors à l'eau et est dévorée. Les autres passent sains et saufs, mais la corde finit par lâcher. Jake attache alors la corde à lui-même et part sauver Kelly. Il utilise le cadavre de Derrick pour distraire les piranhas, puis allume une fusée éclairante après avoir libéré le gaz des bouteilles de propane stockées sur le bateau. Novak parvient à démarrer le bateau juste au moment où les piranhas encerclaient Jake et Kelly. Ils sont alors tirés en sécurité et les bouteilles explosent, tuant la plupart des piranhas. Goodman appelle alors Julie, lui disant qu'ils ont sûrement tué la majorité des poissons, mais il lui explique aussi que les piranhas capturés étaient encore des bébés. Le spécimen que vous m'avez laissé, il n'a pas ses organes de reproduction à maturité. Alors que Novak se demande où sont les adultes, un énorme piranha bondit hors de l'eau et le dévore. Où sont les parents?
Sorti à l'été 2010 avec son budget de 24 millions de dollars, Piranha 3D a rapporté environ 83 millions, ce qui est plutôt un joli carton pour un film aussi barré, même s'il a clairement divisé. Du côté des critiques les plus sérieux, certains ont crié au film de série B grotesque, trop gore, trop bête, trop abrutissant, bref le genre de reproche qu'on entend souvent quand un film ne joue pas selon les règles du bon goût. Mais en réalité, Piranha 3D n'a jamais prétendu être autre chose qu'un pur délire sanglant, un hommage décomplexé au film de monstres des années 70, dopé à l'humour noir et au fun assumé. Les amateurs de cinéma de genre, eux, ont d'ailleurs très bien capté le délire. Beaucoup ont salué la créativité des scènes gore, le rythme qui ne faiblit jamais et ce petit goût de série B modernisé avec amour. Un critique américain a d'ailleurs parlé d'un chef-d'œuvre kitsch, tandis qu'un autre disait que le film allait toujours plus loin, juste au moment où on pense qu'il ne peut pas être plus dingue. Et franchement, c'est exactement ça. Bref, c'est pas les dents de la mer, mais ça reste un vrai plaisir coupable qu'on aime regarder l'été, qui a parfaitement compris ce qu'il voulait être, et qui le fait avec une générosité complètement dingue. Et puis surtout, il y a ce casting de stars des années 80. Voir Elizabeth Shue en héroïne badass, Christopher Lloyd en savant fou qui explique le retour des piranhas, c'est un vrai plaisir. Jerry O'Connell, qu'on connaît grâce à Sliders, qui était plutôt un rôle de gentil qui campe ici un producteur porno totalement immonde avec un vrai sens de la démesure. Ving Rhames qui découpe des poissons à la tronçonneuse, et Adam Scott qui joue le rôle le plus sérieux finalement dans tout ce casting, ce qui le rend encore plus drôle. Le film a plutôt bien cartonné en salle pour un film de genre, surtout à l'international. Aux États-Unis, il a fait un démarrage très correct, mais c'est surtout en Europe et en vidéo qu'il a trouvé son vrai public. Et très vite, c'est devenu un petit classique dans les milieux spécialisés. On en a parlé dans les festivals, sur internet, dans les conventions. C'est le genre de film qu'on ressort avec des potes en soirée, autour d'une bière et une grosse envie de se marrer. Bon, et si certaines scènes peuvent faire sourire, ça reste quand même plutôt agréable à regarder, franchement. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Alors même s'il n'a pas la reconnaissance d'un Evil Dead ou d'un Massacre à la tronçonneuse, Piranha 3D a marqué son époque à sa façon. D'abord parce qu'il est arrivé pile au moment où le cinéma de genre revenait sur le devant de la scène, avec une nouvelle génération de réalisateurs comme Alexandre Aja, Eli Roth ou James Wan. Ensuite, parce qu'il remet au goût du jour le film de monstres aquatiques, un sous-genre presque oublié à l'époque. Faut quand même se rappeler qu'au tournant des années 2000 et 2010, le cinéma d'horreur faisait revenir en force toutes ces figures classiques. Les zombies, les vampires, les loups-garous, et curieusement les créatures aquatiques restaient aux abonnés absents. Piranha 3D est venu réveiller tout ça avec ses poissons préhistoriques affamés et sa mise en scène généreuse en gore et en grand spectacle. Le film relance même brièvement l'intérêt pour ce genre avec quelques tentatives opportunistes derrière. Produite rapidement après le succès du premier, une suite réalisée par John Gulager est sortie 2 ans plus tard, le 1er juin 2012. Piranha 3D a délaissé le lac pour un parc aquatique où les piranhas s'infiltrent par les canalisations. On retrouve quelques survivants du premier film, comme Paul Scheer qui disparaît en plein milieu de Piranha 3D, certainement coupé au montage, et Christopher Lloyd. Mais malgré quelques idées délirantes, l'ensemble tombe à plat à cause d'un budget franchement ras des pâquerettes. Le film est trop fauché, très mal rythmé et n'a pas du tout le même impact. Il s'est donc écrasé au box-office là où son prédécesseur avait cartonné. Piranha 3D a aussi su trouver son public dans la culture geek. Les images du carnage sur la plage sont devenues virales. Les répliques cultes circulent encore sur les réseaux et certains plans sont souvent cités ou repris dans des montages ou des vidéos de fans. On sent vraiment que le film a laissé une vraie empreinte, même modeste, dans l'imaginaire collectif. Et puis surtout, il a permis à Alexandre Aja de confirmer son statut de cinéaste à suivre, capable de passer du film choc, comme Haute Tension, au film d'horreur hollywoodien très maîtrisé avec La colline à des yeux, jusqu'à ce délire aquatique sanglant, une sorte de couteau suisse du genre, qui manie aussi bien la tension que le grand n'importe quoi, et ça, c'est plutôt rare. Bon alors forcément, c'est pas un film qui brille par son scénario, mais plutôt par sa mise en scène, par la séquence spectaculaire du carnage, où on sent vraiment qu'ils ont mis tous les moyens dedans. D'ailleurs, Alexandre Aja a expliqué qu'à la base, cette scène devait durer 20 minutes de plus, qui a été coupée au montage. D'ailleurs, entre nous, je trouve le film un peu court. Il me semble que, voilà, un petit peu moins de 2 heures, ça aurait été quand même plutôt bien pour ce type de film. Surtout s'ils avaient mis le paquet dans la scène du massacre à la plage, ça reste vraiment la scène la plus intéressante finalement dans le film, mais en tout cas c'est un film qui se laisse regarder très bien. Franchement vous pouvez y aller, vous allez passer un bon moment. Il y a des scènes qui parfois sentent un petit peu le déjà vu, comme
voilà, cette étudiante qui se fait découper en deux par un câble. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est pas forcément très original. Mais en revanche, un corps qui se fait porter par deux sauveteurs et qui se fait complètement découper en deux, arraché, ça pour le coup, je l'ai rarement vu. C'est extrêmement bien fait, vraiment sur les effets pratiques ils ont été incroyables, sur les effets spéciaux également parce que c'est vrai que bon autant la 3D c'est un petit peu mal vieilli, il y a des effets visuels qui sont un peu datés, qui ont mal vieilli, mais il y en a d'autres qui sont plutôt bien réalisés. Piranha 3D, c'est tout sauf un simple délire gore pour ados en manque de sensations fortes. C'est un film généreux, jouissif, qui assume à fond son héritage tout en lui injectant une vraie énergie de cinéma. Alexandre Aja ne se contente pas de faire un clin d'œil au film de Joe Dante, il transforme le concept en pur spectacle, sanglant, absurde, jubilatoire, et toujours fait avec passion. Aja, c'est clairement l'un de mes réalisateurs français préférés. Le gars est passé de Haute Tension à La Colline à des yeux, puis Mirrors, Crawl et plus récemment Oxygène avec Mélanie Laurent sur Netflix. Et je les ai tous adorés. Il a cette capacité rare à rendre ses films à la fois intenses, fun et viscéralement efficaces. Et franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire ensuite. Il est l'héritier français de Wes Craven et Sam Raimi. Piranha 3D, c'est aussi un casting improbable, mais parfait pour ce type de délire. C'est un film pensé pour le public, pas pour séduire les critiques. Un film qui fait du bien au cinéma de genre, à une époque où il manquait parfois d'audace, ou d'un bon vieux mauvais goût bien placé. Piranha 3D, c'est le chaos aquatique dans toute sa splendeur. Et honnêtement, c'est exactement le genre de plaisir coupable qu'on aime savourer avec des potes, les soirs d'été après la plage. En tout cas, moi je vous le conseille pour l'été. Franchement, c'est vraiment un film qui va vous faire passer un bon moment. D'ailleurs, on a évoqué pas mal de films dans cette vidéo. Donc s'il y en a un en particulier dont vous voulez qu'on parle un petit peu plus sur la chaîne, que j'y consacre une vidéo entière, bah, n'hésitez pas à me l'ajouter en commentaire. Donnez-moi aussi votre avis sur ce film. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si ça vous a plu. Il y a une nouveauté aussi qui est arrivée sur YouTube récemment, c'est les boosts. Alors j'ai pas trop encore compris comment ça se passait, mais grosso modo ça reste gratuit. Vous avez la possibilité de soutenir vos créateurs préférés en ajoutant un boost. Alors c'est voilà, situé juste sous la vidéo, hein, c'est assez simple à trouver visiblement. Vous avez la possibilité de le faire 3 fois par semaine. Voilà, donc comme il y a une vidéo par semaine sur la chaîne, bah, n'hésitez pas en plus du reste à ajouter le petit boost qui fait plaisir, ça fera remonter cette vidéo sur YouTube. Voilà, c'est pas plus compliqué. Apparemment, en tout cas, vous allez trouver tous mes liens en description comme d'habitude, notamment les liens vers les podcasts. Je sais que l'été c'est plutôt sympa pour écouter sur la plage, des petits podcasts voilà, sur vos films préférés, ça peut être cool. N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Instagram. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez bien sûr le Tipeee qui est toujours disponible et puis la section membres rejoindre pour ceux qui le souhaitent. Vous êtes déjà pas mal nombreux d'ailleurs à soutenir la chaîne dans la section membres rejoindre, donc je vous en remercie bien sûr. En attendant, on va se retrouver la semaine prochaine parce que derrière chaque film se cache une histoire fascinante à raconter. D'ici là, portez-vous bien, c'était Clap Story, ciao.